Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo dite de confinement. C'est une vidéo qui vient corriger et synthétiser le travail à faire pour le jeudi 19 mars. Vous la trouverez donc sur le site YouTube. Je vous incite à la partager entre vous et à vous abonner sur la chaîne pour être au courant des notifications, pour avoir des notifications, pour être au courant des nouvelles vidéos au fur et à mesure. Donc, dans cette vidéo, nous allons reprendre le travail sur les politiques de l'emploi qu'on avait laissé en suspens avant le bac blanc. Nous allons plus particulièrement nous intéresser dans cette vidéo à cette partie du cours que nous n'avions pas encore réalisée et qui est en lien avec l'activité 6. Je vous rappelle d'abord un petit peu le sens de ce chapitre que l'on avait travaillé ensemble avec une vidéo qui permettait de définir trois formes de chômage, deux formes de chômage conjoncturel qui se retrouvent ici, chômage conjoncturel, c'est-à-dire un chômage qui est lié à une mauvaise conjoncture économique. Le chômage conjoncturel peut être de deux types, keynésien, lorsqu'il y a une demande globale insuffisante, et de type néoclassique, lorsqu'il y a un coût du travail trop élevé. Tout cela, nous l'avions vu dans le cours, dans ces deux paragraphes que vous retrouvez ici. Ça a déjà été fait, et donc je vous incite à aller relire tout cela. Ce que nous n'avions pas vu, c'est pourquoi il y a une partie du chômage qui reste importante en période de bonne conjoncture économique, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de problème de coût du travail trop élevé, lorsqu'il n'y a pas d'insuffisance de la demande globale. Et donc dans ce cas, euh, le chômage est dit structurel. Ça veut dire qu'il dépend des contraintes, des règles qui régissent au fonctionnement de l'économie, qui sont durables, qui sont sur le long terme. Donc ce chômage structurel, vous en trouverez la définition dans le cours, hein, à la partie justement que je viens de sélectionner et que vous retrouvez donc tout en bas du document. Hop, je descends, ça va un peu vite, c'est pas très agréable pour vous, j'imagine. Voilà. Donc, on dit bien que le chômage structurel, c'est un chômage qui est provoqué par des dysfonctionnements du marché du travail, qui sont dus à des blocages, à des contraintes qui empêchent l'offre et la demande de travail de s'ajuster pour obtenir le plein emploi. Le chômage structurel ne diminue pas lorsque la croissance économique est forte, puisque ce n'est pas un problème de conjoncture qui provoque le chômage. On en avait un peu parlé aussi dans l'activité 2. Si vous reprenez le graphique ici avec la courbe verte correspondant à la situation de la France, on voit bien, et on avait analysé les choses comme ça, que la France conserve, même en période d'expansion, par exemple le début des années 90, le début des années 2000, le milieu des années 2000, même en période d'expansion, la France conserve un taux de chômage supérieur à 8% de la population active, ce qui veut bien dire que même en période d'expansion, on ne parvient pas à résorber entièrement le chômage. Pourquoi? Parce que le chômage a une composante structurelle qui ne se résorbe pas en période d'amélioration économique. C'est à cause des structures du marché du travail. Alors, je reprends mon schéma que je vous mettrai en lien sur Pronote. Ce schéma identifie deux causes que l'on va travailler justement dans cette vidéo sur deux causes explicatives, pardon, du chômage structurel. D'abord, le chômage structurel, et c'est l'activité 6 qu'on va tout de suite corriger ensemble. Le chômage structurel est lié à un manque de flexibilité du marché du travail, c'est-à-dire que le marché du travail a des contraintes, des règles qui empêchent l'offre et la demande de s'ajuster. Ensuite, deuxième cause qu'on verra à la fin de cette vidéo, c'est l'inadéquation entre qualification et besoin sur le marché du travail. Ça veut dire que les qualifications des actifs ne sont pas celles qui peuvent répondre aux emplois disponibles, aux besoins exprimés par les employeurs. Et donc, je vous avais donné l'anecdote du président de la République, Emmanuel Macron, qui, en recevant des visiteurs le jour des Journées du patrimoine en 2018, s'adresse à un jeune homme qui se plaint de ne pas trouver d'emploi. Ce jeune homme a une formation de paysagiste et le président de la République lui dit qu'en traversant la rue, il lui trouve un emploi dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. C'était très maladroit de la part d'un président de la République, mais ça traduit cette existence
d'un chômage structurel qui est lié à une inadéquation entre les qualifications offertes par les salariés, par l'offre de travail, et les qualifications attendues par la demande de travail, celles des employeurs. Alors intéressons-nous d'abord au manque de flexibilité du marché du travail. Vous trouverez dans le cours la définition de la flexibilité du marché du travail. Comme son nom l'indique, c'est pas très compliqué de s'en douter. Il s'agit de souplesse, c'est-à-dire que lorsque il y a un marché du travail flexible, c'est que les employeurs peuvent gérer de manière très souple leur main-d'œuvre afin de l'adapter à leur carnet de commandes, à la demande, c'est-à-dire non seulement à la quantité demandée par les clients, mais aussi à la nature des produits qui sont attendus de la part de la clientèle. Il faut donc que l'entrepreneur puisse, de manière souple, avec le moins de contraintes possible, euh, gérer sa main-d'œuvre, embaucher, licencier, euh, faire évoluer un poste de travail d'un salarié, faire évoluer les tâches qu'on demande à un salarié en fonction des besoins liés à l'évolution de la demande, à la dynamique de la demande. Alors, on peut voir ça justement avec le travail que je vous avais demandé pour le jeudi 19 mars, l'activité 6. Alors, évidemment, vous l'avez peut-être compris et remarqué, il y avait une erreur qui s'était glissée dans la photocopie. J'avais oublié de vous prévenir en classe, hein, j'en suis désolé. Les deux premiers documents qui sont mis en lien ne sont pas pour cette partie du cours, donc les documents qui sont ici, mais c'est bien les deux documents suivants, le 2 page 356 et le 4 page 357, qui sont utiles pour répondre à la question. Alors, je vais commenter un petit peu ces documents et répondre à la question par la même occasion, à savoir finalement comment flexibiliser le marché du travail et donc lutter contre le chômage structurel. Ce qu'on peut voir dans ce document que vous avez ici à l'écran, c'est trois parties. Et je vais d'abord commenter la première. La première partie, c'est l'indice de protection de l'emploi entre 1990 et 2013. Qu'est-ce que ça veut dire, protection de l'emploi? Ça veut dire que le travail, les salariés bénéficient de protection contre l'arbitraire, l'autorité parfois injuste exercée par les entrepreneurs, contre aussi des décisions qui peuvent être injustes, un licenciement abusif par exemple. Cette protection de l'emploi, elle correspond essentiellement au droit du travail. Les actifs bénéficient de droits inscrits dans le droit du travail, droit par exemple à un motif lorsqu'ils sont licenciés, droit à des délais lorsqu'ils vont être licenciés, droit également à des indemnités. Tout cela, ça correspond à une protection de l'emploi, on pourrait dire protection des salariés. Évidemment, plus l'emploi est protégé, moins le travail est flexible pour l'employeur. Et donc, du coup, ici, un fort indice de protection de l'emploi est le signe d'une faible flexibilité. Inversement, une faible protection de l'emploi signifie une forte flexibilité. Alors, on peut voir deux catégories, en gros, de pays. La France, je dirais, est le pays qui a conservé une protection de l'emploi importante entre 1990 et 2013. Ça a changé un peu depuis, on y reviendra. Ce qui veut dire que son marché du travail est assez peu flexible par rapport à ses voisins. Le Danemark et l'Allemagne, par leurs réformes au cours des années 90 ou au cours des années 2000, ont réduit les protections de l'emploi et donc flexibilisé leur marché du travail. On le voit en 2013, leur indice de protection est bien plus faible qu'en 1990. Le Royaume-Uni, lui, est déjà un pays qui a flexibilisé son marché du travail depuis les années 1980. C'est lié à l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979, qui a déréglementé le marché du travail, libéralisé l'économie énormément au Royaume-Uni. Ça a été la révolution libérale telle que le Royaume-Uni et les États-Unis l'ont mis en œuvre dans les années 1980. Les effets, qu'est-ce qu'on peut attendre de cela? Si on regarde un petit peu en termes de chômage ce qui se passe,
les conséquences, regardons déjà sans prendre en compte l'année 2013, parce qu'elle est un peu particulière, j'y reviendrai. Entre 1990 et 2008, on voit que le Danemark a bénéficié d'un net recul du chômage que certains attribuent à l'assouplissement des règles sur le marché du travail et donc à la flexibilité du travail. Le Royaume-Uni, lui, a un taux de chômage qui est également plus bas si on le compare notamment à la France. Et donc, la flexibilité du travail semble, là encore, être à l'origine d'un faible taux de chômage. La France, quant à elle, qui a peu flexibilisé son marché du travail, conserve un taux de chômage, on l'a déjà dit, supérieur à 8% ou à peine inférieur à 8%, même en période où la conjoncture est prospère. L'Allemagne fait un peu exception, mais c'est parce qu'elle s'est réunifiée au début des années 90. On voit quand même qu'à partir des années 2000, lorsqu'elle libéralise son marché du travail, qu'elle flexibilise son marché du travail, le taux de chômage diminue, et même en 2013, c'est une exception. Alors revenons sur l'année 2013. Les pays qui ont fortement flexibilisé le marché du travail, Danemark et Royaume-Uni, ont un taux de chômage qui a augmenté à cause de la crise des subprimes de 2008 et à cause de la crise de la zone euro de 2011. Pourquoi est-ce que ça a augmenté? Eh bien parce que l'emploi est moins protégé dans ces pays-là. En voulant flexibiliser le marché du travail, vous protégez moins l'emploi. Donc, en période de récession, il y a une montée du chômage qui est très rapide. Bien sûr, ces pays ont aussi bénéficié d'un recul du chômage beaucoup plus rapide que la France après 2014. La France a un recul du chômage seulement après 2016, début 2017, alors que le Danemark, le Royaume-Uni, voit le chômage reculer chez eux dès 2014-2015. Donc la flexibilité, elle explique des variations plus grandes et plus rapides du chômage, mais en période d'expansion, elle permet de retrouver un chômage faible, c'est-à-dire à son niveau de plein emploi. C'est pour ça qu'on a des variations beaucoup plus grandes pour ces pays-là que pour la France, qui, elle, certes, a un chômage qui augmente, qui reste plus élevé, mais qui augmente moins vite, plus lentement, et qui décroît également moins vite. Deuxième effet, c'est sur l'emploi atypique. On a dans la troisième partie du document, ici, on le voit, une montée du temps partiel et un temps partiel important pour les pays qui ont flexibilisé leur marché du travail. 25% des emplois au Danemark sont à temps partiel, 27% en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc, on a effectivement un emploi qui est beaucoup plus atypique dans ces pays-là. Il est aussi plus précaire. Alors, attention, le temps partiel n'est pas de l'emploi précaire, mais si on avait des données pour la précarité de l'emploi, on verrait que les trois pays qui ont flexibilisé leur marché du travail ont plus d'emplois précaires que la France. La France, elle, a un emploi atypique qui est certes en augmentation, mais moindre par rapport aux autres pays. Et donc, du coup, on peut prendre le document 2 sur les effets de la flexibilité du travail, effets qui sont contrastés. On a certes des effets plutôt positifs du côté de l'offre, puisque la flexibilité du travail va accroître la productivité du travail et baisser le coût du travail, ce qui profite aux entreprises qui vont devenir plus compétitives, qui vont investir et ainsi euh, relancer les créations d'emplois. Inversement, évidemment, lorsqu'il y a récession, les effectifs de salariés diminuent dans les entreprises parce qu'on peut licencier facilement, la demande des ménages diminue, le PIB ralentit ou baisse, et donc du coup, on a un effet négatif sur l'emploi. Bon, globalement, le document 4 montre plutôt un effet positif, sauf en période de récession. C'est ça qu'il faut essayer de retenir. Alors la flexibilité, concrètement, de quoi il s'agit? Je vous incite vivement à rajouter dans le cours ce tableau-là. Pourquoi? Parce que si vous reprenez le cours, qui est ici, vous verrez que, hop, je vous le surligne, on distingue 5 formes de flexibilité. C'est important dans vos dissertations de bien distinguer 5 formes de flexibilité et de ne pas se limiter à une seule. Ici, vous retrouvez les 5 formes. Je vais les commenter dans une prochaine vidéo parce que je suis limité en durée de vidéo et j'arrive aux 15 minutes maximum. Je poursuis ça dans une vidéo numéro 2. À tout de suite.